Donc après l'expert comptable, maintenant le commissaire aux comptes et vous voyez que je suis fan des schémas et des représentations graphiques. Donc je vous ai préparé une petite présentation du métier de commissaire aux comptes. Alors l'exercice de la profession de CAC consiste en l'exercice pour le CAC des missions de contrôle légal et des missions spéciales qui lui sont confiées par la loi ou les règlements. Le CAC peut en outre fournir des services autres que la certification des comptes et notamment établir des attestations. Ça, c'est une définition du métier de professionnel de commissaire aux comptes. Vous avez en fait dans ce schéma la représentation de l'intégralité des travaux que peut réaliser un commissaire aux comptes. Donc la première ligne, c'est ce que peut faire le commissaire aux comptes. Vous voyez que ça se divise en deux sous-divisions. Premièrement, la mission permanente de certification des comptes et les missions particulières. La mission permanente de certification des comptes signifie que le commissaire aux comptes a un mandat d'audit légal des comptes pour une durée de 6 exercices. Donc il a été nommé, régulièrement nommé pour être commissaire aux comptes. Sauf que le commissaire aux comptes, il ne fait pas que de l'audit légal. Il a aussi d'autres missions particulières qu'il peut réaliser pendant, durant et en dehors de son mandat. Et c'est pour ça que vous voyez sur la droite les missions particulières. On va, dans le cadre de cette vidéo, faire un focus sur chacun des points, mais on peut dire globalement, c'est que quand on a un mandat de commissaire aux comptes sur 6 exercices, on a une mission générale, on sait qu'on va auditer 6 exercices comptables. Et donc, cette mission générale, elle se divise en deux parties. Premièrement, l'audit légal, le fait qu'on va certifier les comptes, on va le faire 6 fois durant un mandat, on va avoir l'occasion d'approfondir la notion d'audit légal. Et autour du fait de certifier les comptes 6 exercices, on va avoir tout un tas de vérifications et informations spécifiques qui incombent au commissaire aux comptes de vérifier dans le cadre de la sortie des comptes. Donc les vices, si vous voulez, ce sont des obligations qui sont réglementaires ou légales qui gravitent autour de la sortie des comptes. Par exemple, chaque année, chaque exercice, vous devez sortir des états financiers, des comptes, mais vous devez aussi sortir un rapport de gestion. Et le commissaire aux comptes, il va certifier les comptes, ça sera de l'audit légal, mais il va devoir aussi contrôler le rapport de gestion. Et le contrôle du rapport de gestion, c'est des vérifications et informations spécifiques, qu'on appelle les vices. Le commissaire aux comptes, dans le cadre de son mandat, il a une mission permanente. Ça veut dire que c'est pas uniquement quand les comptes sont établis qu'il va intervenir et qu'il va réaliser son audit. Le commissaire aux comptes va aussi intervenir quand il va y avoir des opérations particulières, par exemple en cas de réduction du capital, augmentation de capital avec suppression du DPS, transformation de la société dans laquelle il a un mandat, il va pouvoir intervenir. Et ça, c'est des interventions qui font suite à des opérations particulières. On aura l'occasion de revenir juste après sur des interventions qui font suite à des événements. Donc, on va faire un focus parce que ça tombe énormément à l'examen. Et on voit aussi que le commissaire aux comptes peut réaliser des attestations. Soit des attestations qui sont prévues par la loi, soit des attestations qui sont à la demande de l'entité. Et là, on sera sur des attestations qui seront contractuelles. Si on synthétise juste quand vous avez un mandat de commissariat aux comptes, vous avez l'audit légal qu'on appelle la mission. Et vous avez tout un tas d'autres choses qu'on peut faire autour de la mission d'audit légal. Les vices, les interventions s'il y a une opération, les interventions s'il y a un événement, et puis tout un tas d'attestations que vous pouvez établir en fonction des lois ou des règlements, et même à la demande de l'entité. La mission et toutes les autres interventions. Comment ça s'appelle toutes ces autres interventions? Donc vices, puis plus tous les autres tirets, on appelle ça des SAC, services autres que la certification des comptes. Ça a un autre nom que SAC, ça s'appelle aussi des prestations. Et on compare souvent mission et prestations. Après cette présentation succincte des missions du commissaire aux comptes, jetons un œil notamment à la mission principale, celle qui est le cœur du débat, la mission d'audit légal des comptes. Qu'est-ce que c'est? Peut-on définir ça en quelques mots? Et bien sûr, après, nous expliquer en quoi ça consiste. Alors, l'audit légal, qu'on appelle aussi la mission du commissaire aux comptes. On verra dans le chapitre 2 sur la déontologie que le code de déontologie parle de mission aussi. Donc l'audit légal, c'est une définition qu'il faudra maîtriser et qu'on reverra aussi par la suite. Donc l'audit légal, c'est le fait que le commissaire aux comptes va émettre une opinion et il va certifier quoi? Les 3 objectifs de la mission d'audit qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire certifier que les comptes sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle. Donc ça, c'est la mission d'audit légal, c'est l'atteinte de ces 3 objectifs de l'assurance qui sera émise par l'audit. Toute cette
assurance, elle va être consignée dans ce qu'on appelle un rapport. Et ce rapport, en fait, il va donner l'opinion du commissaire aux comptes pour justifier si oui ou non les comptes présentent une image régulière, sincère et une image fidèle. Le rapport qui va être émis par le commissaire aux comptes présentera l'une des 4 opinions du commissaire aux comptes. Soit le commissaire aux comptes, il certifie que les comptes sont réguliers, sincères et présentent une image fidèle. Soit il va refuser de certifier parce qu'il considérera que les comptes ne sont pas réguliers, ne sont pas sincères et ne présentent pas une image fidèle. Ça va notamment être le cas lorsqu'il va identifier des anomalies significatives. On aura l'occasion d'y revenir précisément dans le chapitre 3. Soit être dans l'impossibilité de certifier les comptes, si par exemple il ne peut pas réaliser les travaux, ou alors il va émettre des réserves. Et ces réserves, il va les émettre quand, en fait, il va avoir un refus de certifier ou une impossibilité de certifier qui sera limitée à un poste. Donc toutes ces possibilités de certification, on aura l'occasion d'y revenir dans le chapitre 3. Dans votre schéma, tout à l'heure, des missions du CAC, vous aviez parlé de vérifications et informations spécifiques. À quoi correspondent ces vérifications ? Donc la mission légale qu'on vient de voir juste avant, c'est le fait de certifier les comptes. Et ça, si on a un mandat, on va le réaliser pour 6 exercices. Et gravite autour de cette obligation de certifier les comptes, un tas d'obligations qui entourent la certification des comptes, qui sont prévues soit par des dispositions légales, soit par des informations diverses qui sont prévues par la loi. Dans ces diligences, par exemple, on retrouve l'obligation pour le commissaire aux comptes de contrôler les conventions réglementées. Il émettra à cette occasion un rapport qui s'appellera le rapport spécial sur les conventions réglementées. Le commissaire aux comptes a l'obligation aussi de contrôler le rapport de gestion. L'objectif de l'audit du rapport de gestion, c'est d'assurer que l'information qui va être communiquée aux actionnaires durant l'Assemblée générale est conforme aux comptes et à l'information qui est présente dans les comptes annuels. Et vous avez aussi, pareil pour l'Assemblée générale, tout un tas d'éléments qui vont être communiqués aux actionnaires. Le commissaire aux comptes doit contrôler ces éléments. L'objectif, au-delà de vérifier leur concordance avec les états financiers qui font partie de la mission générale, c'est de veiller au respect de l'égalité envers les actionnaires. C'est-à-dire que chaque actionnaire soit traité de la même façon. Le commissaire aux comptes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne travaille pas que pour l'entité. Il travaille pour l'intégralité des parties prenantes de l'entité qu'il va auditer. Et il va s'assurer que chaque actionnaire a la bonne information et a une information juste. Donc, il travaillera pour les actionnaires. Maintenant que vous en parlez, je me souviens que le CAC doit aussi réagir lors d'événements particuliers. Pouvez-vous nous rappeler ces événements et les préciser, s'il vous plaît ? En effet, tout à l'heure, je vous disais que le commissaire aux comptes, il travaillait pour toutes les parties prenantes et il travaille notamment pour la société avec un grand S. Au-delà des actionnaires, il n'y a pas que pour lui, mais avec la société avec un grand S. Lorsque, dans le cadre de ses travaux, il va identifier des faits délictueux, il a l'obligation de révéler ces faits délictueux au procureur de la République. Alors, on parle ici de faits délictueux, donc il doit quand même avoir une certaine certitude que ces faits soient avérés. Si ce n'est qu'un soupçon de fait délictueux, il ne va pas encore solliciter le procureur de la République. Et ça, s'il ne le fait pas, il peut engager sa responsabilité pénale puisqu'il y a une infraction, la non-révélation de faits délictueux. C'est un événement. Un deuxième événement, c'est lorsqu'il va avoir un soupçon de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. Le commissaire aux comptes, comme l'expert comptable, pour le cas, a l'obligation de faire ce qu'on appelle une déclaration de soupçon de blanchiment d'argent auprès de l'organisme qui va centraliser ces déclarations de soupçon, qui s'appelle Tracfin. Un autre événement sur lequel le commissaire aux comptes a l'obligation de réagir, c'est la mission d'alerte. Alors, quand est-ce qu'il va réaliser une alerte ? En fait, le commissaire aux comptes va lancer la procédure d'alerte quand il va avoir connaissance de faits qui compromettent la continuité d'exploitation. La procédure d'alerte, c'est une mesure préventive qui permet de lutter contre la défaillance des entreprises. C'est l'une des procédures contre les défaillances des entreprises que vous avez sûrement déjà vues par le passé dans le cadre de votre cours de droit des sociétés ou que vous avez aussi en cours du DSCG. Vous voyez ici que ces 3 interventions font suite à un événement qui s'est passé et le commissaire aux comptes ne va pas attendre l'audit des comptes pour réaliser l'une de ces actions. Le commissaire aux comptes, il a une mission permanente. Ça veut dire qu'il peut très bien lancer la procédure d'alerte courant de l'été parce qu'il a repris contact avec son client, l'entité auditée, et il s'est rendu compte qu'il y avait potentiellement des problématiques de trésorerie ou une défaillance quelque part qui l'obligerait à lancer par exemple la procédure d'alerte.
Ces 3 événements-là, font l'objet de nombreuses questions au DSCG. Vous avez de fortes chances de tomber sur l'un de ces 3 événements, avec une mise en situation et une obligation d'identifier et d'indiquer quel doit être le comportement du commissaire aux comptes face à ces événements. Il faut être très précis, parce qu'on a tendance à confondre ces événements et dire que, par exemple, la procédure d'alerte, elle est auprès du procureur de la République, alors que c'est une révélation de fait délictueux auprès du procureur de la République, et l'alerte, elle est faite en cas de problème de continuité d'exploitation, et elle va, in fine, solliciter, par exemple, le président du tribunal de commerce. Donc, ces 3 tirets-là sont vraiment à maîtriser, et il y a de fortes chances que vous soyez interrogé sur l'une de ces situations-là le jour de l'examen. Les missions du CAC sont plus riches qu'on ne le pense. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un mandat de 6 exercices pour solliciter un CAC? Non, et des fois même on ne doit pas avoir de mandat pour réaliser certaines de ces missions. Donc là, on fait notamment référence, si vous voulez, à la dernière colonne qu'on a dans notre schéma de cours. En effet, il y a des prestations légales ou contractuelles qui peuvent être réalisées par un CAC ad hoc, c'est-à-dire le fait que vous n'avez pas forcément vous nommé un CAC et vous, pour réaliser une opération, vous allez en solliciter un. Mais on ne va pas le solliciter pour un mandat de 6 exercices, on va le solliciter que pour une mission spécifique. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé le terme d'ad hoc. Il est possible aussi d'avoir un CAC pour un mandat de 6 exercices et d'en solliciter un autre parce que, par exemple, vous avez un contact avec un autre commissaire aux comptes ou parce que le commissaire aux comptes ne peut pas être celui qui réalise l'audit légal. Là-dessus, on peut citer par exemple les missions de commissaire aux apports, de commissaire à la fusion ou de commissaire à la transformation. Par exemple, un commissaire à la transformation, si vous transformez votre société, vous passez SARL à SAS, vous avez l'obligation de nommer un commissaire à la transformation qui va s'assurer que les conditions de fond et de forme de la SAS sont réunies, alors même que la société est pour l'instant en SARL. C'est une obligation d'avoir recours à un commissaire à la transformation. Si vous n'avez pas de CAC parce que vous êtes en dessous des seuils, vous allez devoir nommer un commissaire aux comptes pour réaliser cette mission ad hoc de commissaire à la transformation. Si vous avez déjà un commissaire aux comptes, vous pouvez solliciter votre propre commissaire aux comptes pour réaliser le commissariat à la transformation. 2 autres missions qui sont très particulières et que vous avez notamment pu déjà aborder dans votre parcours académique, le commissaire aux apports et le commissaire à la fusion. Commissaire aux apports, son objectif, c'est de s'assurer de la réalité et de l'exhaustivité des apports et d'une autre part que la valeur des apports n'est pas surévaluée ou sous-évaluée. Il va avoir une mission d'appréciation de la valorisation des apports. Il va se prêter à une mission d'évaluation. Le commissaire à la fusion, quant à lui, il va aussi avoir une mission d'évaluation. Il va vérifier dans le cadre d'une fusion que la valeur attribuée aux parts sociales des sociétés participant à l'opération sont pertinentes. Donc, les valeurs réelles de chacune des sociétés participant à la fusion sont bien calculées et que le rapport d'échange, parité d'échange, est équitable. Pareil, le commissaire à la fusion, dans l'analyse des valeurs réelles, va réaliser une mission d'évaluation. Il y a une règle sur ces 2 missions de commissaire aux apports et de commissaire à la fusion, c'est que le commissaire aux apports et le commissaire à la fusion ne peut en aucun cas être le commissaire aux comptes d'une des sociétés participant à l'opération. Ça a trait à une mission d'évaluation et on verra ça dans le chapitre 2 plus précisément, mais dans certains cas, ce sont des missions qui sont qualifiées d'interdites pour les sociétés EIP, et dans d'autres cas, ce sont des missions qui vont fortement compromettre l'indépendance du commissaire aux comptes. On parle de présomption d'incompatibilité pour réaliser ce genre de mission. Vous, la règle qu'il faut connaître, c'est le commissaire aux apports ou le commissaire à la fusion ne peut pas être l'un des commissaires aux comptes des sociétés participant à l'opération. Et ça, c'est une question qui peut aussi bien tomber dans le dossier d'audit que dans le dossier de fusion. Ces dernières années, on a vu beaucoup d'évolutions du métier de commissaire aux comptes, et notamment une nouvelle mission, notamment, qui est l'audit de durabilité. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous présenter ça rapidement? L'audit durabilité est en effet au programme parce que ça fait partie maintenant des missions du commissaire aux comptes. L'audit durabilité, elle est issue d'une directive européenne qui s'appelle la directive CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, qui se traduit en français par le fait que les grandes entreprises doivent produire ce qu'on appelle un reporting de durabilité. L'objectif de ce reporting de durabilité, qui incombe aux grandes entreprises, c'est d'harmoniser le reporting de durabilité des entreprises et d'améliorer la disponibilité et la qualité des données ESG publiées. Données ESG, c'est environnemental, sociétal ou social et gouvernemental. Pour la petite histoire, avant le reporting durabilité, vous aviez la DPEF, la déclaration de performance extra-financière, et en fait, comme son nom l'indique, c'était du déclaratif, ce qui signifiait que les entreprises déclaraient ce qu'ils avaient envie de déclarer. Il n'y avait aucune obligation, aucune règle, aucun item précis à mentionner.
Et on se retrouvait par exemple avec des grosses sociétés comme Nike qui disaient moi je ne pollue pas, vu que ce n'est pas moi, société Nike, qui pollue. Ce sont mes sous-traitants, mais ce n'est pas moi. Et la CSRD, elle vient un peu contrecarrer toutes les défaillances de la DPEF, puisque la CSRD, elle harmonise toutes les informations qui sont à mentionner et qui sont à dispenser. Et le périmètre du reporting durabilité, ce n'est pas les entités en tant que telles, la société X ou la société Y, mais c'est la chaîne de valeur. Ça doit vous parler parce que vous l'avez normalement déjà vu en management. La chaîne de valeur de porteur, ça inclut la société en question, mais aussi l'amont et l'aval. Donc ça veut dire que Nike, dans le cadre de son reporting durabilité, il doit par exemple demander à ses principaux sous-traitants des données de pollution, des données de récupération des eaux, des données sur l'équité entre les hommes et les femmes, des données sur le travail des enfants mineurs, etc. etc. Donc, très important, ça a été transposé en droit français en décembre 2023 et ça va être applicable, c'est applicable à partir des exercices ouverts au 1er janvier 2024. Donc, les premiers reporting durabilité vont être établis au 31/12/2024. Et c'est un reporting, c'est une information à produire, une information extra-financière. Qui va auditer ce reporting durabilité? Eh bien, il y a 2 acteurs sur le marché. Pour les informations financières, on a, si vous voulez, un monopole du commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes qui a ce qu'on appelle une prérogative d'exercice, c'est lui qui doit certifier les comptes. Mais pour l'audit durabilité, on a 2 acteurs. On a les commissaires aux comptes, s'ils réalisent une formation ou s'ils font un stage spécialisé, et les organismes tiers indépendants, ce qu'on appelle des OTI, qui, eux, pourront aussi auditer la durabilité. Alors l'enjeu pour les CAC sur l'audit de la durabilité, c'est de se former à budget carbone, émissions, collecte des déchets, émissions de gaz à effet de serre, tous ces agrégats-là qui n'ont pas forcément l'habitude de traiter. Ça, c'est l'enjeu pour les commissaires aux comptes. Pour les OTI, l'enjeu, en fait, c'est qu'ils vont réaliser cette mission, ils vont certifier la durabilité, mais ils vont devoir appliquer le code de déontologie des commissaires aux comptes. Et là, l'enjeu pour eux est important aussi. On a un enjeu de formation sur la durabilité pour les commissaires aux comptes, et pour les OTI, on a un enjeu de formation sur la méthodologie de travail et les principes de comportement qui doivent s'appliquer. Si je devais citer par exemple un exemple, la société Greenflex, c'est une société qui aujourd'hui calcule des KPIs environnementaux. C'est une société intéressante qui est une OTI et qui va auditer la durabilité, mais c'est une filiale par exemple de Total. Et donc, est-ce que Greenflex pourra certifier la durabilité de Total? La réponse, bien entendu, c'est non, parce qu'il y aura un problème d'indépendance. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, il pouvait calculer des KPIs Total, mais il ne pourra pas auditer la durabilité Total. Donc, il y a quand même une méthode de travail, un mode de pensée qui va être important aussi pour ces OT. Chacun a son challenge. Enfin, on va pouvoir conclure cette première vidéo avec les textes qui régissent la profession de l'expert comptable et du commissaire aux comptes qu'il faut maîtriser bien sûr pour l'examen. Alors ça, c'est une question qui tombe régulièrement. C'est un point ultra important. Vous pourriez être interrogé là-dessus à l'examen, et parce qu'on va suivre en fait ces 2 textes fondateurs tout au long de notre parcours d'apprentissage sur l'audit. Vous avez 2 natures de textes qui existent, qui régissent aussi bien la profession d'expert comptable que la profession de commissaire aux comptes. Vous avez tout d'abord les textes qui vous donnent les règles de comportement, qu'on appelle aussi déontologie. Quelle attitude doit avoir le professionnel, expert comptable ou commissaire aux comptes? Eh bien, là-dessus, les règles de comportement, elles sont données dans les codes de déontologie. Code de déontologie de l'expert comptable et code de déontologie des commissaires aux comptes. 2 professions différentes, 2 codes de déontologie différents. À noter la sortie en 2023 de 2 normes de déontologie pour le commissaire aux comptes qui viennent compléter le code de déontologie. Première nature de texte, comment se comporter. Deuxième nature de texte, c'est comment le professionnel doit travailler. Et là, on parle de règles sur les diligences à réaliser. L'expert comptable, lui, a des normes professionnelles, NP. Par exemple, il y a une norme professionnelle pour la mission de présentation, une norme professionnelle pour la mission d'audit d'examen limité. Donc voilà, on parle de normes professionnelles NP. Pour les CAC, ils ont voulu se distinguer de l'expert comptable, donc on ne parle pas de NP, mais de NEP. On parle de normes d'exercice professionnel. Donc c'est important de maîtriser ces termes, NEP pour le CAC, NP pour l'expert comptable. Si on devait par exemple faire un point sur les NEP, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une NEP, elle va vous dire les grandes lignes de diligence à réaliser. Si on prend par exemple des techniques d'audit, on a la NEP 500 et les suivantes qui vous donnent par exemple
les techniques d'audit du commissaire aux comptes. En fait, ces techniques d'audit-là, les NEP, elles sont très peu exhaustives. Elles font, par exemple, entre 2 et 5 pages chacune des NEP. Donc, elles ne permettent pas de couvrir l'ensemble des diligences que doit réaliser le commissaire aux comptes. Eh bien, à défaut d'avoir des NEP exhaustives, le commissaire aux comptes, il va s'appuyer sur d'autres éléments, d'autres textes, et c'est la doctrine de la CNCC. On retrouve 4 types de textes, et ces textes sont à connaître, c'est déjà tombé à l'examen. En numéro 1, ce qu'il faudrait mettre en premier, ce sont les notes d'information. Ce sont des notes d'information qui viennent compléter les NEP et qui viennent donner des précisions pour le commissaire aux comptes. Par exemple, vous avez une NEP, un soulignon du CAC, qui fait entre 3 et 5 pages, et vous avez une note d'information sur le rapport du CAC qui lui fait 200, 300, 400 pages. Dans cette note d'information, vous avez par exemple des exemples de modèles de rapports, alors que vous n'avez aucun modèle dans les NEP. Ensuite, vous avez, il faut les connaître, les bonnes pratiques professionnelles, les avis techniques et les communiqués. Tout ça, c'est de la doctrine. Donc, d'un point de vue hiérarchie des normes, ce sont des textes qui vous disent comment travailler, quelles sont les diligences à réaliser, qui sont fortement recommandés. Est-ce que c'est d'application obligatoire? Non. La présomption d'application obligatoire, elle est simple. Vous pouvez vous en inspirer, vous devez même vous en inspirer, mais vous pouvez y déroger. Alors que les NEP, elles ont une nature réglementaire. Elles se situent dans la hiérarchie des normes à peu près au même niveau que les lois, donc elles sont d'application obligatoire. C'est ce qui distingue les NEP de la doctrine. Donc il est important de connaître et de maîtriser le processus d'homologation des NEP, d'établissement de ces textes, parce que ça a déjà fait l'objet de nombreuses questions au DSCG. Les NEP, normes d'exercice professionnel, sont élaborées dans une commission qui est placée auprès du H2A. Haute autorité de l'audit. Vous avez dedans des membres du H2A et des commissaires aux comptes qui établissent des textes qui vont régir la mission de commissariat aux comptes. C'est la première étape, établissement auprès d'une commission placée sous le H2A. La NEP, elle va être adoptée par le H2A après un avis consultatif de la CNCC, Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Une fois que le H2A a adopté la NEP, elle va être homologuée par le garde des Sceaux, donc le ministre de la Justice, via un arrêté au journal officiel. Donc ça a une nature réglementaire. Et on se retrouvera dans un second temps sur le cadre d'exercice de la profession d'expert comptable et en troisième temps, le cadre d'exercice de la profession de commissaire aux comptes. À très bientôt et bon courage.